Nous sommes en live. On va donc pouvoir commencer cette seconde conférence du colloque Entreprendre dans la Silver Economy. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je vous rappelle en fait le cadre de ces conférences qui sont organisées par Aix-Marseille Université et qui sont financées par l'OPCO-EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, dans le cadre d'un accord cadre de coopération entre cette OPCO et puis le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je pense que le plus important est à venir. Je laisse donc la parole à Camille Charvet de Rising Up, qui va être pour ce soir notre animateur de cette conférence. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci Emmanuel, bonsoir à tous. Je tiens avant tout à remercier l'ensemble des participants, conférenciers et intervenants de ce colloque, dont je vous rappelle l'intitulé, qui est les grands secteurs de la Silver Economy. Et donc, on va vous amener à travers différents échanges à découvrir quels sont ces grands secteurs. Je me présente, donc je suis Camille Charvet, je travaille pour Rising Sud, qui est l'agence de développement économique rattachée au territoire régional. Juste préciser effectivement que sur notre territoire régional, la Silver Economy est considérée comme une filière stratégique sur laquelle nous identifions des enjeux d'emploi, des enjeux d'entrepreneuriat et donc des opportunités. C'est ce qui va mener nos propos aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose de donner la parole à notre conférencier Alexandre Faure. Donc Alexandre, tu es consultant et CEO de Sweet Home. Lorsqu'on a préparé ce colloque, dans nos échanges, on a identifié deux axes, deux approches, deux manières d'appréhender la filière Silver Economy. Et il nous semblait intéressant de préciser un peu quels étaient ces deux axes-là pour appréhender les grands secteurs de la Silver Economy. Alexandre. D'accord, merci beaucoup Camille. Je vais vous faire une petite présentation introductive. Dans un premier temps, je parlerai tout seul et ensuite Camille va me poser des questions auxquelles je répondrai pour animer un peu, dynamiser le débat et introduire les présentations qui sont faites par mes confrères ensuite. Pour ma part, donc comme le disait Camille, moi j'ai une société de conseil dans la Silver Economy. J'y travaille depuis 5 ans. Et avant de travailler dans la Silver Economy, j'ai travaillé pendant 17 ans dans une caisse de retraite où j'étais principalement responsable du service client et responsable des prestations santé. Et j'ai décidé de faire ce pivot. C'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui travaillent dans la Silver Economy et qui ont travaillé ailleurs avant. Il y a aussi des jeunes entrepreneurs, mais il y a des gens qui ont un peu une vie active auparavant. Et j'ai décidé de faire ce pivot parce que j'étais un peu en quête de sens. En fait, j'aimais beaucoup mon travail, mais j'avais un peu fait le tour et je voyais plus bien à quoi je servais dans l'entreprise. J'occupais une espèce de, on appelle un bullshit job, quoi, un travail qui sert à rien. Et donc je me cherchais un peu. Et le sujet des personnes âgées était assez important dans mon activité puisque j'étais dans une caisse de retraite, donc on avait quand même affaire à, excusez-moi, il y a des gens qui parlent derrière, je suis désolé. On avait quand même affaire à beaucoup à des personnes âgées ou à des personnes qui géraient des personnes âgées. Et donc ce sujet-là était assez présent. Et au moment où j'ai fait ce pivot en 2007-2018, c'était aussi un moment où la Silver Economy était émergente en France, où il y avait beaucoup d'entreprises qui se lançaient, il y avait une certaine communication, une certaine effervescence sur le sujet. Donc c'est ce qui m'a décidé à me lancer. Et je pense que les compétences que j'ai amenées en fait de mes précédentes expériences m'ont aidé aussi à me faire une place dans la Silver Economy. Et c'est justement le sens de ce que je veux dire en introduction aujourd'hui, c'est que souvent la Silver Economy est présentée comme un organisme qui développe des produits, des services pour aider les personnes âgées à rester autonomes, pour apporter en fait un soutien aux personnes âgées pour leur permettre de rester incluses dans la société.
Et il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent en fait à ce bénéfice, parmi lesquelles les entreprises qui sont présentes aujourd'hui à cet exposé. Mais la silver economy, c'est aussi un autre pan d'activité qui est mis en avant quasiment depuis 2016, mais qui est en fait assez peu identifié aujourd'hui dans les activités qui sont véhiculées par les promoteurs de la silver economy. Cette autre activité, c'est en fait les expertises que développent des professionnels qui travaillent dans des entreprises généralistes et qui vont avoir une spécialisation en fait sur la problématique du vieillissement. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, on a dans l'industrie du jeu vidéo, on a un certain nombre de projets de silver economy qui sont développés en utilisant le média jeu vidéo pour apporter une réponse à des problématiques liées à la perte d'autonomie, à l'isolement ou aux troubles neurodégénératifs. On a par exemple une entreprise qui s'appelle Dinzeo, qui a été créée en 2013, à peu près, enfin qui a été créée quasiment au début de la Silver Eco. Je me rappelle plus la date exacte. Et donc Dinzeo, ils ont développé des programmes ludiques sous forme de jeux vidéo. Enfin, c'est plutôt des quiz qui ressemblent un peu à des PDF, quoi. Mais ils ont développé des programmes vidéo qui vendent aux établissements collectifs pour personnes âgées dans le but de rompre l'isolement, les amuser et puis justement leur proposer un petit peu de faire connaissance, de créer du lien. Donc Dinzeo, c'est une firme qui a été créée par des personnes qui venaient pas du tout du milieu du jeu vidéo et qui se sont dit que le jeu vidéo c'était un bon canal en fait pour créer les émulations qu'elles voulaient créer. Mais on peut retourner le paradigme et se dire que les personnes qui ont découvert le jeu vidéo à la genèse, Pong, enfin vraiment les jeux vidéo de base, quoi, dans les années 80, aujourd'hui elles ont entre 40, 70 ans, quoi, pour certaines. Et parmi ces gens, il y a des gamers. Et ces gamers-là, ils ont peut-être des besoins spécifiques auxquels ne répond pas complètement l'industrie du jeu vidéo. Ça peut se traduire par des équipements, quoi, par du hardware, mais aussi par des softs. Il y a un certain nombre de softs aujourd'hui qui sont adaptés pour un public jeune, mais qui peuvent être inadaptés pour un public plus mûr, quoi, parce que ça va trop vite, il y a trop de lumière clignotante, c'est trop violent, les challenges sont pas forcément au niveau recherché par ces personnes. Et donc, à moins d'avoir dans des studios de jeux vidéo des personnes qui comprennent en fait ces enjeux et qui soient capables d'adapter leur offre à des publics vieillissants, il y a tout un pan en fait du marché, du marché qui va petit à petit échapper aux producteurs de jeux vidéo simplement parce qu'ils seront pas en mesure de répondre à ces besoins. Et ils seront pas en mesure de répondre à ces besoins non pas parce qu'ils y pensent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Et là, en fait, c'est un exemple qui peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, qui l'est pas du tout. Si vous développez des compétences qui vous permettent de développer une expertise sur si vous développez des compétences qui vous permettent de développer une expertise sur le marché des seniors, sur les besoins spécifiques des personnes âgées, vous pouvez les proposer à un ensemble d'acteurs économiques qui sont pas seulement des acteurs identifiés comme étant de la silver economy, mais aussi des acteurs plus génériques qui vont être confrontés au vieillissement de la population parce que leur population, leur clientèle va vieillir. Et ils en seront conscients, ils le constateront à un moment ou à un autre. Dans le meilleur des cas, ils anticiperont et donc ils seront capables de proposer une offre adaptée. Et dans le pire des cas, il y a deux possibilités. Soit ils voudront absolument créer une offre adaptée qui sera pas adaptée, donc ils se mettront à côté de la plaque en fait, et donc ils feront un bid, quoi. Et c'est déjà arrivé, c'est pas quelque chose de complètement anodin. Il y a 2 ans, il y a William Sorin qui a voulu lancer une gamme de produits seniors qu'ils ont vendus sur le web. Ils ont fait un bid total, quoi. Donc ils ont retiré le produit de la vente, mais non sans avoir dépensé 5 ou 600 000 euros en marketing parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient raison, et seulement dans leurs équipes, ils n'avaient pas d'experts en fait pour les accompagner sur le sujet. Donc si vous êtes cet expert et que vous proposez en fait à des grandes marques cette compétence,
pour peu que dans le COMEX ou au RH de la boîte à laquelle vous postulez, il y a des gens un peu à l'écoute en fait de ce sujet, il y a vraiment des opportunités à aller chercher parce qu'aujourd'hui, c'est des compétences qui sont très rares. La plupart des acteurs de la silver economy aujourd'hui, ils travaillent dans la silver economy, ils travaillent dans l'écosystème existant, donc ils sont représentés par Titouan, par les entrepreneurs que vous avez qui vont prendre la suite de mon exposé. Il y a très peu d'acteurs qui ont ces spécialisations en silver economy qui travaillent dans les grandes entreprises. C'est vraiment ultra rare. Et j'ai pris l'exemple du jeu vidéo parce que c'est quelque chose d'assez atypique auquel on pense pas, mais c'est un besoin qui s'exprime aussi en banque, en assurance. Dans la mode, il y a aussi des enjeux. Alors les marques ont beaucoup de mal dans la mode à s'y mettre, mais il y a des problématiques dans la mode liées au vieillissement parce que quand les personnes qui vieillissent, surtout, le métabolisme évolue avec l'âge et donc les vêtements que vous portez aujourd'hui vous iront peut-être plus quand vous aurez 70 ans. Mais pour autant, quand vous aurez 70 ans ou 80 ans, vous n'aurez pas envie de vous habiller avec des robes à fleurs. Donc, si vous avez envie de conserver les vêtements que vous portez aujourd'hui en vieillissant, il est nécessaire en fait que les coupes évoluent pour qu'elles soient toujours cohérentes par rapport à votre métabolisme. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est un problème que la mode aujourd'hui veut pas aborder, et pourtant il faudra bien un jour qu'ils s'y mettent parce que sinon ils vont perdre 40% de leur clientèle. L'avantage aussi d'avoir cette approche en fait où vous allez développer une expertise que vous pourrez proposer à des entreprises généralistes, disons, c'est que le problème du vieillissement, c'est pas qu'un problème en France, c'est un problème international. Le seul continent qui soit pas aujourd'hui touché massivement par le vieillissement, c'est l'Afrique. Mais c'est pas lié au fait qu'il n'y a pas de personnes âgées en Afrique, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup plus de naissances, en fait. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes. Donc, proportionnellement, dans la population, il y a beaucoup plus de jeunes, donc, qui sont pas confrontés aux problèmes de vieillissement qu'on a en France. C'est-à-dire que le ratio, en fait, entre les jeunes et les personnes âgées. Mais il y a quand même des personnes âgées et il y a quand même des besoins. Parce que justement, comme il y en a pas, comme elles sont moins visibles, en fait, au niveau des pouvoirs publics, il y a très peu de prise en charge. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, à travers ces quelques éléments, c'est que vous pouvez avoir une approche de la silver economy qui est très orientée sur le médico-social, le médical, la prévention de la perte d'autonomie et la prise en charge de la perte d'autonomie. Mais il y a d'autres façons, en fait, d'envisager le sujet. Et c'est important que vous ayez aussi en tête ces opportunités de carrière qui se situent dans l'économie générique, quoi, et pour lesquelles on recherche des expertises pointues qui vous permettent en fait de tirer votre épingle du jeu et qui permettraient à l'entreprise dans laquelle vous travailleriez d'être pertinente sur ces marchés-là où aujourd'hui on constate des écarts importants entre les marques qui ont compris et les marques qui n'ont pas compris. Merci Alexandre pour ces premiers propos. Donc si je résume, si je comprends bien en fait, plus que de parler d'une filière silver economy, il faut qu'on arrive à parler d'un marché de la silver economy, puisqu'on pourrait adapter chaque produit à une clientèle senior. Donc on n'est plus sur une filière du service à la personne, mais plutôt sur un marché lié à la transition démographique. Donc à chaque produit ou solution peut être mise en face une adaptation à une clientèle spécifique, des opportunités à l'international aussi. Est-ce que sur ce marché qui s'internationalise, est-ce qu'on identifie des zones géographiques qui évoquaient la zone Afrique? Est-ce qu'on identifie des marchés peut-être sur lesquels nos entreprises ont des facilités à s'implanter, soit parce que on aurait des opportunités liées à une spécificité démographique, autrement dit un vieillissement de la population, soit parce que ces marchés seraient peut-être plus faciles à pénétrer, parce que peut-être moins contraints, moins réglementés, ou avec des modalités d'accès aux soins qui sont plus marchands et où la marchandisation est plus acceptée que chez nous. Alors, c'est une très bonne question, Camille. J'aurais tendance à dire que c'est plus facile pour nous de nous implanter sur le marché commun, enfin sur le marché intérieur européen,
parce que on fait partie de l'Europe et que globalement l'Europe c'est aussi et c'est d'abord un marché économique, donc il y a intérêt à le faire. Et aujourd'hui, on peut dire que la France n'est pas la championne de l'européanisation de ses entreprises. Et excusez-moi, il y a un petit bruit de fond derrière, de temps en temps, passager. Donc du coup, c'est plus facile d'aller chercher des business en Europe que de tout de suite viser les États-Unis ou la Chine, même s'il y a des opportunités aux États-Unis ou en Chine. L'avantage de l'Europe aussi, c'est que même s'il y a des écarts, souvent en fait, on va expliquer que l'Europe, que l'internationalisation de la silver economy, en tout cas sur le médical et le médico-social, c'est compliqué à cause des réglementations. En fait, ça peut être un problème sur certaines verticales qui sont très très liées justement à la santé, mais en réalité, c'est pas vraiment un problème. Enfin, en tout cas, nous, en France, on a tendance à considérer que c'est un problème, mais si on interviewe des entreprises belges, par exemple, elles considèrent pas que c'est un problème parce que leur marché est tellement petit qu'elles sont obligées de s'internationaliser. Donc, quand bien même il y aurait des réglementations santé ou techno ou spécifiques en fait à chaque pays, en réalité, en fait, c'est des barrières qu'on se met en général, mais qui sont pas systématiquement aussi bloquantes qu'on voudrait bien le croire. Toute chose égale par elle-même, par ailleurs, les marchés, si on s'intéresse à nos voisins directs, le marché allemand est très particulier. Les marchés Benelux et Suisse sont assez accessibles, notamment parce que justement, comme tu le dis, ils ont une approche beaucoup plus, ils sont plus tolérants vis-à-vis du commercial. Donc ça veut dire que notamment les établissements médico-sociaux en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et aux Pays-Bas vont être plus réceptifs à des offres commerciales que ce qu'on est en France. On va être moins dans une logique aussi très où les pouvoirs publics obligent à passer par des concours et des appels à projets. Donc ça va être plus facile de nouer des partenariats commerciaux avec ces pays-là. Et donc ça peut être des bons pays pour se challenger, sachant que bon, en plus l'avantage de la Belgique, c'est que c'est en partie francophone, donc forcément ça facilite les choses. La Chine, il y a un énorme potentiel en Chine. Alors je sais que c'est loin, hein, mais il y a un énorme potentiel en Chine parce que globalement la Chine est confrontée à la même problématique de vieillissement que nous. Sauf que eux, en plus, il y a que 10% des personnes des personnes âgées qui ont une retraite. Et comme ils ont eu la politique de l'enfant unique pendant 40 ans, ils ont un gros problème d'aidants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'aidants par rapport au total de personnes âgées. C'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui une personne de 40 ans, un actif de 40 ans en Chine, il a à sa charge, en général, 6 personnes, il a ses 2 parents et ses 4 grands-parents. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour une personne, et c'est un vrai problème parce que les jeunes chinois veulent pas vraiment, ont pas très envie d'être aidants et ont pas très envie de se consacrer en fait à la prise en charge de leurs parents quand bien même ils le pourraient. Donc on estime que le besoin d'aidants professionnels en Chine actuellement il est 2 millions. C'est-à-dire que nous, en France, on a besoin de 300 000, en Chine, il en faudrait 2 millions. Et ils n'ont pas vraiment trouvé, plus que nous, la solution pour remédier au problème. En ce qui concerne l'Amérique, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y a aussi des besoins. Le marché américain est très organisé par rapport au marché français, c'est-à-dire que est beaucoup plus organisé, c'est-à-dire qu'il y a une séparation très très nette aux États-Unis entre le médico-social d'un côté, donc les EHPAD globalement, les EHPAD et la santé, et de l'autre tout ce qu'on appelle les edge tech ou les silver tech, c'est-à-dire les dispositifs innovants, sur ce qu'on pourrait appeler chez nous la silver economy. Il y a une césure très très nette, et il y a une césure aussi très très nette avec l'habitat senior qui constitue une troisième branche qui est hyper organisée, hyper structurée. Donc je dirais que les États-Unis, c'est vrai que ça peut faire rêver parce que c'est un très très grand pays, mais je pense que c'est un marché extrêmement complexe à pénétrer sur la question de la silver eco. C'est assez difficile. Il y a des entreprises françaises qui ont essayé, qui n'y arrivent pas, et
paradoxalement, il y a d'autres entreprises. Il y a une entreprise belge notamment qui s'appelle Cubigo, qui a dès le départ, en fait, dès son lancement, décidé de s'attaquer au marché US et qui est plus développé aux États-Unis qu'en France, enfin en Belgique, pardon. Donc il y a des contre-exemples, mais globalement, ça reste un marché assez difficile. Pour essayer de bien comprendre justement un peu ces différents secteurs, tu évoquais le nombre et le besoin croissant d'aidants en Chine. On comprend bien que s'internationaliser sur un service à la personne où on va mobiliser des aidants, c'est très compliqué. En revanche, est-ce que tu identifies des secteurs plutôt tech cette fois-ci, où l'export sera peut-être plus facile puisqu'on va exporter une techno et on va commercialiser une techno? Est-ce qu'il y a des secteurs techno plus porteurs que d'autres, que ce soit de la téléassistance, que ce soit de l'aide justement aux aidants, ou est-ce qu'on s'adresse plutôt à l'utilisateur final, au senior, ou est-ce qu'on va plutôt s'adresser finalement aux intermédiaires que peuvent être les EHPAD ou d'autres résidences médico-sociales? Alors, je vais repréciser pour tout le monde ce qu'est la téléassistance, parce que nous, ça nous paraît évident, mais ça n'est pas forcément universel. La téléassistance, c'est un dispositif qui a été développé en France dans les années 70, qui consiste à équiper une personne âgée avec un bouton, avec un récepteur, un émetteur-récepteur, qui est matérialisé par une espèce de bouton rouge, en fait, qu'on porte en pendentif ou en bracelet montre, et qui est relié à un système de communication avec une plateforme téléphonique qui est capable de faire un diagnostic et d'alerter les secours dans le cas où la personne a appuyé sur son bouton rouge parce qu'elle a un problème. Le problème principal étant qu'elle est tombée et qu'elle n'arrive pas à se relever. Et donc du coup, les secours vont pouvoir intervenir chez elle pour la relever, et si elle est blessée, pour l'emmener aux urgences. Donc la téléassistance, il y a un volet technologique effectivement, mais il y a surtout un volet humain derrière, parce qu'il y a un plateau d'écoute. Et les téléassisteurs aujourd'hui en France, ils sont assez nombreux. Le marché est pas énorme, hein. Le marché global en France, c'est 600 000 clients. Le problème que rencontrent aujourd'hui les téléassisteurs, c'est pas vraiment au niveau de la tech, c'est plutôt au niveau des plateaux téléphoniques, parce qu'ils ont du mal à recruter et à fidéliser du personnel. Donc il y a un enjeu de ce côté-là, et pour le moment, en fait, même les leaders en fait sur ce marché sont confrontés à cette difficulté-là. Donc du coup, je rangerai pas vraiment la téléassistance dans le volet techno, parce que c'est pas des technos scalables comme une enceinte Alexa ou un iPhone, quoi. C'est plus compliqué. En revanche, il y a pas vraiment, enfin, globalement, je dirais que à part on n'a pas de technologie qui soit vraiment spécifique à la silver economy, quoi. Globalement, on a plutôt tendance à transposer dans la silver economy des innovations qui ont été développées par ailleurs, en les adaptant au système. Enfin, je dis ça, c'est pas vrai, parce qu'autour de la table, on a Indinov qui a développé un dispositif spécifique qui répond à un problème spécifique. Mais globalement, en général, on va adapter des innovations à des besoins spécifiques. Et vous prenez la téléassistance, globalement, c'est un émetteur-récepteur. Les détecteurs de chute, globalement, c'est des dispositifs de radar ou de détection de mouvement, donc c'est des dispositifs qui existent par ailleurs. Et il n'y a pas comme ça, voilà. Et même aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train d'étudier des dispositifs avec de l'IA ou de la collecte de données, du deep learning, etc. On va adapter des technologies. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à justement adapter des technologies en répondant à des besoins réels. Et je pense que le problème principal de la silver eco, enfin, l'enjeu principal de la silver economy, c'est de comprendre les besoins de ses clients. C'est quoi le problème, en fait, quand je dis ça? C'est que si vous développez aujourd'hui, si vous créez une entreprise aujourd'hui, voilà, pour répondre à une problématique que vous avez identifiée dans votre environnement professionnel ou personnel, en général, vous allez développer un projet qui répond à des besoins de personnes qui vous ressemblent ou qui sont assez faciles d'accès pour vous. Si vous développez un projet dans la silver economy, vous allez vous adresser à des personnes qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ou 70 ans de plus que vous,
Et donc à moins de les en fait de discuter avec elles et d'étudier en fait, de les analyser et d'étudier leur comportement, c'est impossible en fait de comprendre quels sont leurs besoins. Donc c'est pour ça que c'est très important. Finalement, on rejoint un petit peu ce que je disais au début, plutôt que de vouloir à tout prix créer une innovation de rupture, un truc auquel personne n'a pensé avant. Je pense que c'est plus simple de prendre une innovation existante. Enfin, ce que je veux dire, pas forcément une innovation, mais d'adapter un service existant aux besoins spécifiques des seniors. Et quand on analyse les différents projets qui marchent aujourd'hui dans la silver economy, bah souvent c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Il y a quelques acteurs qui ont inventé un dispositif qui n'existait pas avant, qui est complètement innovant et qui répond à un besoin spécifique des seniors, qui n'est pas répliqué en fait dans d'autres marchés que le marché de la perte d'autonomie. Mais il y a aussi énormément d'acteurs qui développent des produits et qui adaptent un produit ou un service grand public en trouvant une façon personnelle d'en faire une réponse à un besoin spécifique des seniors. Je veux pas citer trop, surtout que j'ai du mal à les convoquer là mais par exemple là d'ici en janvier prochain, il y a une aide d'État qui va rentrer en vigueur, qui s'appelle MaPrimeAdapt, et qui permet aux personnes qui ont un public très précaire et précaire d'obtenir un financement public pour rénover pour adapter leur logement à la perte d'autonomie, c'est-à-dire installer des dispositifs qui leur permettront de rester chez eux le plus longtemps possible, en compensant en fait les pertes d'autonomie fonctionnelle. Donc ça peut, enfin le classique auquel on pense, c'est rénover la salle de bain pour installer une douche à l'italienne, donc une douche sans ressaut, enfin sans marche, ou installer des dispositifs qui permettent de se lever la nuit, donc avec des dispositifs comment ça s'appelle, des chemins lumineux, quoi, des trucs qui s'allument tout seuls, ou des dispositifs qui permettent de monter les escaliers quand on peut plus monter ces escaliers. Tous ces dispositifs, c'est des dispositifs qui voilà, le monte-escalier, c'est le fauteuil qu'on met dans l'escalier et qui grimpe tout seul là sur un petit rail. Ça, oui, forcément, c'est un dispositif qui est vraiment spécifique aux personnes âgées. En revanche, la douche à l'italienne, c'est pas réservé aux personnes âgées, quoi. Seulement, il y a des acteurs aujourd'hui, notamment dans les installateurs, qui sont spécialisés sur le marché des seniors parce qu'ils ont compris, ils ont l'habitude, ils travaillent avec ce public-là, et donc ils savent comment dialoguer en fait avec les personnes âgées, les rassurer. Ils savent ce que les personnes âgées apprécient comme type de dispositif, et donc ils sont capables de vendre plus efficacement qu'un généraliste sur ces publics-là, parce que ils en ont l'habitude, quoi. Moi, j'ai interviewé il y a quelques mois, j'ai interviewé un installateur de douche. Il me racontait que lui, il avait installé des douches chez 20 000 seniors, donc forcément, il avait un certain recul sur le sujet, quoi. Il a une compréhension fine de ces publics-là parce qu'il travaille que avec eux. Et je pense que vraiment, l'enjeu, c'est là, c'est important de montrer que dans la silver economy, c'est important d'apporter des expertises, extérieures, et c'est important de considérer la silver economy pas tant comme un marché, mais plutôt comme une expertise complémentaire en fait qui va vous permettre d'être compétitif sur un marché qui est celui des personnes âgées. Et je pense que c'est vraiment comme ça. Enfin, c'est important de voir les choses comme ça, parce que à moins d'avoir l'intention de créer une entreprise ex nihilo, ce que je vous souhaite, mais c'est assez compliqué, comme vous le diront mes voisins de vidéo. C'est assez compliqué de créer son entreprise et de la pérenniser. En revanche, il y a du travail aujourd'hui pour des experts en silver economy dans beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est important de comprendre que c'est une expertise à développer. Je pense que c'est une expertise qui est complexe à développer parce que il faut la pratiquer, quoi. L'installateur qui a installé des douches chez 20 000 seniors, ça s'est pas fait par hasard, c'est quand même quelque part un peu un choix qu'il a fait. Donc il faut pratiquer, mais c'est en pratiquant que vous allez développer cette expertise unique que n'auront pas vos collègues, quoi.
Si on veut donc donner envie aux gens qui nous écoutent d'embrasser la filière Silver Economy, donc on peut leur dire qu'effectivement c'est une filière qui est multisectorielle, hein, qui englobe tout un pan d'activité puisque la cible est très large, et que finalement la clé, le maître mot pour embrasser ce marché-là, c'est d'être en capacité de comprendre son bénéficiaire, d'adapter son offre de service ou son produit à une cible spécifique en considérant ses besoins, ses attentes. Peut-être, alors moi en rebond à ça, j'ai une question et je voudrais pas trop déborder parce que je sais que derrière tu es attendu. Ce qui me permet juste de préciser à ceux qui nous écoutent que vous pouvez réagir dans le chat qui est à droite de votre écran qui s'appelle discussion publique. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein, profitez-en. Vous avez derrière l'écran des experts de la filière. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de les poser. On en fera nous le relais directement en live. Et peut-être en attendant que les premières questions arrivent, et si tu veux bien encore m'accorder quelques instants, Alexandre, justement oui, sur cette capacité. J'ai prévu, je suis là jusqu'à 6h15, mais je t'en prie, pardon. Ok. Si un des enjeux, c'est d'être en capacité de comprendre son marché pour adapter une offre de service ou de produit justement à ce marché qui est colossal chez nous et qui est grandissant, tu évoquais cette compétence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire, ben voilà, les besoins dans les entreprises généralistes ou orientées silver pour mieux comprendre son marché, mieux adapter son offre, son produit, il faut qu'on intègre des compétences. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les compétences manquantes pour faire ce virage un petit peu généraliste et aller sur le marché de la silver economy? Est-ce qu'il faut dépoussiérer un petit peu les produits ciblés silver? Est-ce que c'est des questions de marketing? Est-ce qu'il faut mieux comprendre l'expérience utilisateur? Parce qu'il y a un enjeu, on le sait, qui est fort, c'est on peut développer une solution qui apporte une plus-value en termes de confort senior. Si l'utilisateur n'a pas envie de s'emparer de cette solution, il l'achètera pas. Donc, est-ce que c'est mieux comprendre le besoin? Est-ce que c'est de l'expérience utilisateur? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à identifier un petit peu quelles sont les compétences qu'il faut aller chercher au sein de ces boîtes-là? Alors, oui. Alors, je pense qu'il y a déjà un enjeu qui est important et c'est que, en général, dans beaucoup d'entreprises françaises, l'innovation vient d'en haut. Donc, ça veut dire qu'une boîte va devenir innovante parce que son DG va le devenir. Une boîte va devenir entreprise à mission parce que son COMEX a décidé de le devenir. Enfin, c'est quand même assez descendant hein, dans beaucoup d'entreprises. C'est pas universel, c'est quand même le cas souvent. Donc ça veut dire que il y a des personnes à convertir en fait sur ce sujet au plus haut niveau de l'entreprise. Et quand je prenais l'exemple de William avec la cuisine de William tout à l'heure là, donc qui s'est un peu lamentablement planté avec sa gamme senior. C'était une idée qui venait d'en haut et il y avait personne en fait pour contrer en fait pour contrer mais pour un petit peu leur expliquer comment il fallait faire, comment il fallait pas faire. C'est-à-dire que leur idée était pas mauvaise en soi, c'est l'exécution qui était pas bonne. Ils ont pris des décisions en termes d'exécution qui allaient un peu à l'encontre du bon sens quoi et qui étaient même complètement délirante en fait par rapport à leur stratégie de distribution. William Sorin, c'est une marque grand public qui est distribuée en supermarché. Et pour la cuisine de William, alors qu'ils s'adressaient à des seniors, ils ont décidé de faire une marque pas assez bas de gamme en fait, parce que c'était vraiment pas cher, quoi. C'était 2 € la barquette, quoi, et de la vendre sur le web. Et alors que voilà, quelqu'un qui achète ses William Sorin, il va pas se mettre soudain à acheter sur le web alors qu'il en a dans son supermarché. Et ils ont fait ça pour des raisons commerciales. Mais voilà, ils ont fait ça pour des raisons commerciales, mais ils ont pas recruté quelqu'un qui soit capable de les orienter en fait pour faire les bons choix. Ils ont dépensé 500 000 € dans une campagne télé, alors que derrière en fait le produit était voué à l'échec, quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et je pense qu'il y a la difficulté, c'est que même si vous développez une expertise fine, etc., et que vous vous présentez à une entreprise, vous pouvez difficilement en fait convaincre une entreprise de développer une division Silver Economy
si vous avez pas, voilà, si vous démarrez, quoi. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut quand même cibler des entreprises qui ont déjà développé cette culture et qui ont déjà une forme d'appétence par rapport à ça. Ou identifier des secteurs sur lesquels il y a des enjeux forts et arriver à être super bon vendeur quand vous aurez votre entretien de recrutement pour leur démontrer que avec vous ils vont cartonner, quoi. Je pense qu'il y a vraiment donc il y a pas il y a pas un secteur, il y a pas un secteur à la compta, ce sera moins utile, quoi. Globalement, je veux dire, si vous développez des compétences en silver economy, vous serez utile en R&D, en service client, en marketing, en fait, dans toutes les fonctions, plutôt dans toutes les fonctions de conception de produits et de gestion de la relation client. Sur la gestion de la relation client, c'est un vrai problème, quoi. Enfin, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, là, si vous analysez la façon dont beaucoup de startups tech, SaaS, etc., digital, que par exemple les néobanques, etc., communiquent, enfin, les outils de communication et d'interaction client qu'ils ont développés sont pas du tout adaptés aux attentes de clients âgés. C'est-à-dire que les clients âgés dans la banque, c'est des clients qui ont été habitués à avoir une agence à côté de chez eux et quand l'agence n'était pas là, d'avoir un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un. Donc si du jour au lendemain vous leur supprimez tout ça et vous leur mettez un chat, ça va être assez difficile en fait de les satisfaire. Donc après, toutes les fonctions qui sont en lien avec la captation, la fidélisation client, à mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Marketing, etc. Enfin, je dis l'avantage en fait de développer cette expertise, c'est que c'est une expertise que vous allez mettre en surcouche par rapport à des compétences que vous avez par ailleurs. Et donc j'ai envie de dire, au pire, si ça prend pas, vous avez toujours vos compétences, quoi. C'est-à-dire si vous êtes spécialiste, je sais pas, en marketing de contenu, avec une majeure en silver economy, bon bah vous êtes quand même spécialiste en marketing de contenu. Mais je pense que la difficulté, c'est que ce monde un peu que je vous ai présenté, pour le moment, en France, on n'y est pas vraiment, quoi. Et donc, il y a un enjeu à identifier des entreprises qui ont déjà commencé, en fait, à faire le pivot et essayer de bosser dans celle-là, parce que les autres, en fait, elles sont pas prêtes, quoi. Enfin, je parlais de la mode. La mode, il y a un vrai enjeu, mais pour le moment, ils ont pas envie d'en entendre parler, quoi. C'est le problème, en fait, qu'on souligne souvent avec avec les marques comme ça mainstream, c'est qu'elles font de l'hypersegmentation sur les jeunes, en fait, mais elles font pas de l'hypersegmentation. En fait, elles font de l'hypersegmentation, mais globalement, à partir de 25 ans, elles considèrent qu'il y a plus de segments, il y en a plus qu'un, quoi. Donc c'est ça que je pense que il y a vraiment quelque chose à faire, mais c'est pas évident, quoi. En rebond un peu sur ce que tu viens de dire sur la question de segmentation, on a une intervention dans la discussion publique de Véronique Desmond qui dit: je ne suis pas certaine que stigmatiser en créant des gammes plutôt, des gammes seniors plaise aux seniors. Alors, est-ce que ça, on est en capacité de le contredire? Je pense qu'il y a des exemples aussi qui montrent que certaines gammes dédiées seniors plaisent aux seniors. La question, c'est est-ce que on stigmatise pas le senior en créant un produit spécifique senior? Ça dépend. De la même manière si on que crée un est-ce qu'on produit. vexe pas le senior quand tu lui proposes sa place dans le bus, quoi. C'est un peu la même image, quoi. Bah, je pense qu'il y a plusieurs. En fait, on est dans un univers de marques hyper segmenté, quoi. Donc il y a des segmentations qui sont plus visibles que d'autres. Et après, ça dépend en fait de l'univers de la marque et de la façon dont elle communique avec ses clients, quoi. Mais effectivement, moi j'aurais tendance à penser que l'enjeu aujourd'hui globalement, que ce soit dans l'économie, dans les services publics, etc., c'est plutôt d'arriver à imposer des dispositifs de design universel, c'est-à-dire des dispositifs en fait qui conviennent à tout le monde, qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité. Vous prenez par exemple dans les transports en commun. Si vous prenez les bus, voilà. Les bus, il y a 15 ans, je pense, les bus, on a commencé en fait à imposer dans les bus ce qu'on appelle les plateformes rabaissées, c'est-à-dire qu'en fait il y a pas de marche. La plateforme du bus, elle est au niveau du trottoir, donc quand il s'arrête à la station et qu'il ouvre les portes, en fait, vous n'avez pas besoin de lever le pied, quoi. Vous pouvez directement rentrer dans le bus.
Alors que il y a encore il y a 15 ans ou 20 ans, le bus, il y avait des marches, c'est-à-dire qu'il fallait monter 3 marches en fait pour aller dans le bus. Et les plateformes rabaissées se sont développées dans le cadre d'une démarche un peu inclusive, quoi, pour mon image est gelée. Dans le cadre d'une démarche inclusive, de la même façon qu'on s'était mis à installer des trottoirs rabaissés au niveau des passages cloutés un peu partout, et que dans les villes qui ont adopté un système de métro ces 20 dernières années, il y a des métros pour descendre dans toutes les stations. C'est pas le cas à Paris, mais c'est le cas dans beaucoup de villes. Tout ça, en fait, c'est des dispositifs universels qui permettent à des personnes en perte d'autonomie ou un peu fragiles de pas subir en fait leur environnement sans se sentir stigmatisé. Et j'aurais tendance à penser que l'idée, c'est d'arriver à faire ça pour tout. Maintenant, c'est pas possible pour tout. Enfin, c'est pas possible pour tout parce que vous avez, si vous prenez par exemple, vous avez Doro, c'est une marque de téléphone pour seniors. Donc c'est une marque suédoise qui développe des téléphones spécifiques adaptés aux besoins des seniors. Ils ont fait beaucoup de R&D en fait pour identifier un certain nombre de dispositifs assez discrets en général qui permettent à des personnes âgées qui ont des déficiences de continuer à utiliser un téléphone normalement. Mais ils font quand même des téléphones spécifiques. Donc par exemple, ils ont développé un système pour que quand le téléphone est rabattu la face, c'est cette face-là, là, je sais pas si on le voit, non, parce que évidemment ça gèle. C'est cette face-là contre la table. Si ça sonne, on l'entend quand même. Alors ils m'ont expliqué ça. Ils ont fait une espèce de truc, ça fait une espèce de petit dôme. En tout cas, leur explication était vachement intéressante. Ils ont développé aussi, ils ont lancé là une gamme de earbuds, donc c'est des écouteurs Bluetooth qui ressemblent à des écouteurs normaux, sauf qu'ils sont adaptés à des personnes qui sont en perte auditive. Et donc du coup, il y a certains problèmes qui peuvent pas être traités, qui doivent être traités de façon spécifique, mais encore l'enjeu c'est d'arriver à trouver une façon spécifique mais non stigmatisante. Mais encore une fois, il y a beaucoup de situations où aujourd'hui on est stigmatisé ou on n'a pas de solution. Mais après, l'enjeu c'est d'arriver à trouver des systèmes c'est de voir s'il y a un marché pour le stigmatisant ou s'il faut forcément faire du non stigmatisant. En fait, il n'y a pas de généralité. Comme je disais tout à l'heure, l'enjeu c'est d'analyser son marché et de voir ce dont les clients ont besoin et de s'adapter, quoi. Oui, et on constate qu'il y a une différence entre adapter un marketing pour toucher une cible senior sans modifier son produit. Et là, effectivement, on peut trouver ça stigmatisant et on va juste finalement gonfler un chiffre d'affaires pour aller pénétrer un marché sans adapter un produit aux besoins. Et à l'inverse, si on crée un produit, alors tu évoquais William Saurin et la nutrition, si on adapte des huiles ou des produits aux besoins nutritionnels des seniors, c'est plus stigmatisant. Enfin, ça devient une réponse à un besoin spécifique et non plus juste une manière de communiquer pour aller capter un marché différent, quoi. Je pense qu'il y a la différence entre, il faut faire la différence entre adapter son produit et le vendre aux seniors et essayer de vendre à tout prix le produit existant sans l'adapter à une clientèle senior parce qu'on identifie juste une volumétrie de marché intéressante, quoi. Peut-être je vais juste prendre le temps de relayer une question avant que tu ne partes, mais sens-toi à l'aise de te déconnecter dès que tu dois partir. Donc si tu dois te déconnecter pendant que je lis la question, j'en profite pour te remercier pour ton intervention et ta présence. Et je te dis à très bientôt. Je vais poser la question et vous pouvez tous vous emparer de cette question puisqu'elle est ouverte à tous. C'est une question de Stéphanie Maros qui nous dit est-ce qu'on a un retour sur l'intérêt que portent les entreprises à l'accompagnement et à la préparation à la retraite de leurs collaborateurs? On sait que c'est un sujet dans ce virage démographique, vieillissement de la population, dit aussi vieillissement des actifs. Est-ce qu'on a un retour sur l'intérêt de ces entreprises, donc à l'accompagnement des collaborateurs à la retraite, et est-ce que cette mouvance-là représente une opportunité de marché? Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite prendre la parole en priorité. Moi, je veux bien sur ce sujet-là. En tout cas, je veux bien commencer puisque
nous, c'est un sujet qu'on a regardé d'un peu plus près, même si euh, très majoritairement, on s'adresse plutôt à des retraités, mais justement, on a sollicité nos clients pour voir si c'était un sujet. Moi, je suis un peu perplexe encore pour l'instant, mais on va dire que mon avis n'est pas encore tranché. Je pense pas que le sujet de la prévention santé des actifs en fin de carrière soit quand même prioritaire pour les RH, pour les entreprises au sens large. En même temps, pourquoi ils investiraient sur des salariés qui vont partir, hein, la question se pose. Et il y a quand même des sujets beaucoup plus prégnants, comme les aidants, par exemple, en entreprise, où là c'est très très présent et il y a beaucoup d'attention et de budget sur ce sujet-là, plus que sur les actifs en fin de carrière. Ça, c'est on va dire ma petite expérience pour l'instant, puisque on a juste nous fait des premiers tests, des premières opérations, mais je reste perplexe. Ok. Peut-être est-ce que tu peux préciser un peu quelles sont les opérations que vous avez essayé de mettre en place? Oui, alors nous, été Indiens, on est spécialisé dans l'activité physique adaptée pour les publics seniors. Donc l'activité physique adaptée, c'est un diplôme bien spécifique. J'en parle aussi puisqu'on a certainement des étudiants qui écoutent. Donc c'est un diplôme qui permet finalement d'encadrer de l'activité physique pour des publics dits fragiles, hein, entre guillemets, dont les publics seniors. Je dis bien les publics parce qu'évidemment, entre quelqu'un de 60 ans, quelqu'un de 90 ans, pour nous en tout cas, c'est pas du tout le même sujet. Donc voilà notre activité et eh bien on est déjà intervenu en entreprise pour mettre en place des programmes d'activité physique adaptée pour des actifs à partir de 55 ans. Donc des personnes qui sont plutôt en fin de carrière, hein, donc on a déjà fait ce type d'intervention, mais voilà, je pense que il peut y avoir un marché, mais il reste assez restreint. Très bien. Merci, merci. Benjamin, je te laisserai reprendre la parole tout à l'heure. On arrive au terme de cette première phase introductive. Je remercie encore Alexandre, bien qu'il soit plus là, il a dû nous quitter. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous servir de ce petit chat discussion publique pour poser des questions ou réagir aux interventions des participants. Nous, on fera le relais de vos questions. Donc, profitez-en, hein, ce temps vous est dédié. Je vous propose d'introduire le deuxième temps de ce colloque. Donc, une table ronde de 30 minutes. On se garde 15 minutes de questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On pourra les poser également au fur et à mesure. Pour m'accompagner sur cette table ronde, donc nous avons la chance d'avoir 4 personnes avec nous. Titouan Levard de Silver Valley qui se présentera, Maurice Kahn de Indienov qui se présentera également, Benjamin Braquet que vous avez déjà entendu de Été Indien mais qui finalisera sa présentation tout à l'heure, et Delphine Courtier de Autonomia. Donc merci à tous les 4 d'avoir accepté l'invitation et de vous prêter au jeu de cette table ronde. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'ouvrir les échanges en te donnant la parole, Titouan. Peut-être déjà présenter à ceux qui nous écoutent, te présenter et présenter ce qu'est Silver Valley. Et puis peut-être, je sais que tu es féru de cette notion de virage généraliste qu'a abordé Alexandre, hein, parce que si j'essaye de résumer un peu ce qui a été dit, puisque l'enjeu de cet échange, de ce colloque, c'est les grands secteurs de la silver economy, on peut retenir qu'il n'existe pas un secteur de la silver economy, que la silver economy n'est pas une filière, mais plutôt une accumulation de secteurs qui peut être pris soit avec une approche directe, c'est-à-dire que je réagis à un problème auquel j'étais confronté et je crée une solution pour répondre à ce besoin en réaction, ou bien j'adapte finalement mon offre de service ou mon produit à une clientèle senior. Ça, c'est un peu le premier constat qu'on fait des échanges liminaires d'Alexandre.
une opportunité aussi de marché à l'international. Hein. Il faut sortir de cette vision d'une solution locale pour des besoins locaux, bien que dans certains cas ce soit la meilleure des solutions, mais en tout cas des perspectives à l'international. Et puis des compétences clés nécessaires justement à ces virages un peu généralistes pour adapter les offres ou même partir à l'international, parce qu'évidemment aller pénétrer un marché à l'international, ça ne s'improvise pas. Donc tous ces constats et toutes ces données que nous a apporté Alexandre nous permettent de dire qu'effectivement il y a des opportunités entrepreneuriales dans la silver economy, il y a des opportunités d'emploi aussi dans la silver economy. Et voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu ce résumé-là, mais j'aimerais bien moi que tu puisses en rebond aux propos d'Alexandre peut-être nous préciser un peu ta vision de ce virage généraliste. Eh bien, merci Camille. Bonsoir à toutes et tous qui nous écoutez. Je suis du coup Titon Levard, tu l'as dit Camille, je représente le réseau Silver Valley. Silver Valley, je vais en dire 3 mots très rapidement, en étant très synthétique. Silver Valley, c'est un réseau d'entreprises, hein, donc qui ont toutes quelque chose en commun, c'est que elles développent des innovations à destination des seniors et de leurs aidants. Et notre boulot qu'on a auprès de ces 300 organisations, 150 startups et 150 grands groupes, institutions, collectivités, on essaie d'accompagner alors le déploiement de leurs solutions, leur développement, leur mise à l'échelle et évidemment leur pérennisation. Donc voilà, on essaye en tout cas d'avoir cette bonne vue sur les bonnes logiques, les bonnes stratégies, les bonnes pratiques pour se déployer sur nos secteurs. Et en effet, dans la constitution de notre réseau même à Silver Valley, on se rend compte d'une chose, et c'est pour le coup là, c'est pas un signal faible. Eh bien, c'est que on intéresse non plus seulement Clariane ou Orpea, on intéresse tout. Enfin, nous, l'action qu'on a maintenant, elle est davantage au groupe généraliste. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a des au-delà de ces acteurs pure player, et je reviens sur ce que disait Alexandre, ce que je partage complètement. Il y en a qui ont des logiques de gamme qui commencent à être très fortes. Je pense à La Poste, et là, je pense qu'il va y avoir des choses à faire. Ils travaillent sur des IA génératives pour le suivi des soins. Je pense à ce qu'ils font notamment sur toute une logique de service, bien veiller sur mes parents. Il peut y avoir des logiques de cloud souverain aussi qui sont sur des data liées à notre secteur. Donc là, on est vraiment sur une logique de gamme. On peut avoir une logique aussi purement généraliste. Là, je pense à Peugeot. On parle des entreprises françaises, hein, Peugeot, Citroën, qui remplacent les boîtes manuelles par des boîtes automatiques, et du coup, on n'a plus besoin de d'appuyer sur l'embrayage pour passer sa vitesse. Voilà, ça, c'est de l'adaptation globale d'un appareil industriel, on va dire, pour le vieillissement. Aujourd'hui, c'est 54% des gens qui achètent des voitures neuves, c'est des seniors. Donc, c'est un enjeu de marché. Je pourrais vous en dire des centaines d'exemples. J'essaie de m'y apprêter. Et en effet, il y a encore une autre catégorie, on va dire, d'acteurs généralistes. Eh bien, c'est ceux qui sont de par leur gamme, de par leurs produits généralistes, mais qui ont quasiment 100% de clients seniors. Alors là, je parle de Costa Croisière. Donc là, on est encore sur une autre, on va dire, typologie de structure généraliste, mais qui elle aussi doit avoir à considérer ses bénéficiaires. Je ne parle pas seulement de clients, mais de bénéficiaires seniors. Ça peut être le cas notamment de certains acteurs des télécoms, de certains acteurs de la banque également. Ce sur quoi je veux vraiment appuyer, c'est qu'en effet, je pense que comme c'est extrêmement transversal, il n'y aura pas des unités silver economy dans des PME industrielles moyennes, ni même dans des grands groupes généralistes. En revanche, à l'instar peut-être des transitions, des autres transitions, on va dire numériques, digitales, écologiques, énergétiques, eh bien, il faut parmi ces entreprises-là des gens qui connaissent, parce que l'entreprise c'est de la maîtrise des risques. Et si il y a des personnes, on va dire, qualifiées sur la maîtrise de ces risques, lorsqu'on engage 1 euro dans le développement de ressources
pour un projet de développement à destination des seniors, il faut des personnes dans l'entreprise qui connaissent. Je pense qu'il y a aussi la prétention de ce master-là, c'est que demain, il y ait dans des entreprises des personnes qui quelles compétences, connaître les politiques institutionnelles, connaissent aussi les logiques de développement, connaissent qui sont les populations seniors, connaissent où se renseigner sur les évolutions réglementaires. On a de la chance en France, on a des agences qui travaillent sur notre compétitivité comme l'AFNOR. Il faut des personnes du coup qui sont vraiment sur la maîtrise des risques sur cet enjeu-là. En effet, davantage qu'une unité R&D dédiée à la seniorité. L'avantage et je vous laisserai rebondir ensuite, peut-être Camille aussi, si tu veux peut-être compléter aussi la question. L'avantage en tout cas de ces groupes généralistes, c'est qu'eux-mêmes ont une dimension internationale. Des grands groupes de télécom français, je vais pas citer trop de noms, ont des marchés internationaux. C'est une opportunité aussi pour nous, déjà qui s'y intéressent, mais surtout que surtout sur la technologie, ils puissent exporter nos technologies, nos solutions françaises à l'étranger. Maurice s'en dira bien, l'expliquera bien mieux que moi, mais je veux dire, l'anatomie d'une chute, qu'elle soit en Allemagne ou en Espagne, j'imagine que c'est la même. La captation de données de santé, de pulsation cardiaque ou d'hypertension, elle est la même en France qu'en Espagne sans doute. Et donc ces technologies-là, elles sont globalement exportables. Je fais le contre-exemple, c'est-à-dire que si on a une entreprise de bâtiment qui est concentrée son business sur MaPrimeAdapt, sur un business franco-français, il y a forcément moins. Il y a des possibilités évidemment de développement français, mais peut-être un peu moins de possibilités d'exportation parce que le business model est franco-français est vraiment basé sur l'institution. Et encore une fois, j'ai envie d'illustrer la diversité des possibilités juste pour finir très rapidement. Quand vous avez un Bob le lave-vaisselle qui était pensé pour les étudiants, et là on parle d'un vrai projet industriel français qui était pensé pour les étudiants qui étaient tout seuls chez eux, on a un petit lave-vaisselle, pas besoin d'avoir un truc gigantesque, ils se sont rendus compte que ça répondait parfaitement à des usages des seniors qui vivaient à deux ou seuls chez soi. Donc en effet, cette notion de design universel, de considération du senior dans le développement des solutions telles qu'elles soient, c'est une compétence, je pense, qui va être demain intégrée dans les entreprises telles qu'elles soient ou dans l'entrepreneuriat évidemment. Alors, merci Titouan. Alors, pendant que tu parlais, il y a une question qui est arrivée dans le chat, mais je pense que tu y as répondu en partie. C'est vrai que le virage généraliste, tel qu'elle l'a présenté Alexandre, et tel que tu as rebondi dessus, en disant finalement les grands groupes auront plus de facilité à faire ce virage généraliste et avec l'opportunité d'internationalisation plus aisée qu'une petite boîte. Et la question, c'est de dire finalement ce virage généraliste, est-ce qu'il va laisser la place est-ce que les grands groupes qui vont opérer ce virage généraliste en lien avec la transition démographique vont laisser la place finalement à des petites startups, enfin en tout cas des startups qui par défaut sont créées de toutes pièces? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On va dire le fait qu'il y ait un virage généraliste, si on se compare à d'autres marchés comme la santé ou la finance. Ou la mobilité, il y a des boîtes qui ont explosé, même s'il y avait la place de grands généralistes. Blablacar a pris le dessus sur d'autres. Novacom, qui est maintenant intégré à Orange, mais a pu au départ être une business unit extérieure. Il y a des milliers d'exemples qui disent que en effet il y a de la place à l'innovation de part des plus petites entreprises qui ont l'agilité, qui ont la créativité, qui ont les contraintes moindres, mais évidemment qui n'ont pas la force de frappe d'un grand groupe, mais qui se complètent. Donc, ça n'empêche pas l'autre. Ça, c'est certain. Et on sait très bien que les grands groupes seront friands de faire une veille sur les innovations portées par les startups pour éventuellement les internaliser demain, quoi. Merci Titouan. Le sujet de ce colloque, c'est quand même les grands secteurs de la silver economy. Alors tout à l'heure dans le chat, Delphine, tu disais le senior d'aujourd'hui n'est pas le senior de demain.
Est-ce qu'on peut élargir cette pensée en disant que finalement les secteurs silver d'aujourd'hui ne sont pas les secteurs silver de demain? Titouan, lorsqu'on préparait cet échange, tu disais que il y avait quelques marqueurs qui permettaient de considérer que ce virage démographique sonnait quelque part l'avènement d'une nouvelle ère de la prévention, avec quelques marqueurs forts et d'autres signaux faibles. Quels sont ces signaux? J'en ai un tout particulièrement. Alors là, on va faire un peu de la sociologie, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, on a une génération de jeunes seniors, qui ont 55, 65 ans, qui sont aidants d'un parent âgé. Ce qui était moins le cas, ce qui était moins vrai il y a encore 20 ans. Et en fait, qu'est-ce que ça passe? Alors là, on parle de signal faible, on parle pas de macro trend encore dans notre secteur, mais c'est-à-dire qu'on va demain, ces jeunes seniors-là, quand ils vont arriver eux-mêmes dans des moments un peu plus déficitaires, ils vont sans doute être davantage préventifs quant à leur propre vieillissement. Le premier comportement qui est déjà intégré, je pense que personne qui a 55 ans, elle achète plus une maison qui n'est pas de plein pied, quoi. Ça, parce qu'ils savent que monter l'étage, c'est plus possible dans 10 ans. Donc voilà, il y a tout un tas de comportements préventifs. Je pense que Benjamin en est le parfait exemple aussi, et avec été indien, c'est que la pratique d'une activité sportive, le maintien en forme, fait partie de la prévention et comment c'est intégré justement parce qu'on va avoir des générations de plus en plus expertes du vieillissement parce qu'ils auront connu vraiment par leurs parents le vieillissement. Et qu'est-ce que ça induit là-dedans? Je vais aller assez vite. C'est qu'il y a une connaissance aussi, une compréhension que c'est pas forcément la vieillesse n'est pas une maladie et qu'il va y avoir forcément une part de financement individuel dans l'avancée en âge. Même si on dit ma prime adapt va soutenir le financement, ma prime adapt ne va pas financer toute votre adaptation du logement. Ce sera, je crois, maximum 70%. Donc, il va quand même falloir trouver les 30% qui restent en liquidité. Donc, ce que je veux dire, c'est que le virage aussi qui va s'opérer dans cette considération de la prévention, va y avoir une prévention financière et une épargne, en tout cas, qui va peut-être être davantage anticipée, justement pour préparer financièrement son propre vieillissement. Pour moi, ça c'est alors l'un va avec l'autre, mais deux macro signalent en tout cas des mutations un peu des seniors dans les 10-15 prochaines années. Merci Titouan, merci beaucoup. Je vous propose d'avancer un peu. Je suis désolé, je me fais aussi un peu le maître du temps pour qu'on déborde pas sur l'horaire initial. On reviendra sur des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Puis malheureusement, il faudra faire peut-être des colloques de 3 heures si on voulait traiter l'ensemble des sujets sur le secteur de la silver economy. Mais je vous propose de dérouler un peu. Benjamin, tu es intervenu tout à l'heure sur l'été indien. J'aimerais qu'on laisse la parole à Maurice dans un premier temps. Maurice Kahn d'Indie Innov. Je vais te laisser te présenter bien évidemment et présenter aussi la ceinture que vous développez. Et puis, on a beaucoup parlé du virage généraliste jusqu'à présent. Et là, j'aimerais justement que tu nous précises un petit peu la genèse du projet. Voilà, comment est née l'idée et est-ce qu'on parle d'un virage généraliste ou au contraire, et tu vas pouvoir nous préciser, est-ce qu'on apporte une réponse à un besoin identifié? Merci Gaby. Donc je me présente, je m'appelle Maurice Kahn, je suis le directeur général de la société Hippie. Donc cette société, elle commercialise sous la marque Indinov une ceinture à airbag connecté. Donc le principe, la genèse, c'est que on a pivoté en fait. On avait un autre projet et on a eu dans notre entourage des personnes qui sont fracturées le col du fémur. Dans mon entourage, dans celui de mon associé, et on s'est dit il faudrait qu'on fasse quelque chose pour contre ce fléau contre lequel il n'existe pas grand chose. Et donc on a réutilisé un peu certaines des technologies du précédent projet et on a fait une étude de marché
et on est allé voir différentes personnes, des chirurgiens orthopédiques, des directeurs d'EHPAD, etc., etc. Et ce qui nous ont confirmé effectivement l'étendue de cet enjeu. On a à peu près 80 000 fractures par an en France. Il y a 30% des personnes qui décèdent dans l'année. Donc c'est une mortalité qui est très très importante. Et 50% de ces personnes perdent l'autonomie. Et pour la majorité d'entre elles, vont en institution, c'est-à-dire en résidence médicalisée. Donc c'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu sociétal, c'est aussi un enjeu humain. On a abordé à peu près le problème des aidants, mais c'est vrai que le sujet des aidants est un vrai sujet qui va s'accroître dans les années à venir sous l'effet de l'augmentation des populations. Du vieillissement, pardon. Et donc nous on a développé une ceinture qu'une personne âgée peut mettre autour de sa taille, qu'elle porte normalement. Elle est munie de 2 airbags. Elle fait sa vie. Et si la personne tombe, l'airbag se déploie du bon côté, amortit la chute, évite la fracture du col du fémur. Et ensuite il y a un système d'alerte pour prévenir les aidants. Donc l'objectif, c'est évidemment de sécuriser les personnes. C'est surtout de leur procurer de l'autonomie. L'idée, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé et aussi de donner de la tranquillité aux enfants. Souvent, la distance moyenne entre une personne âgée et les aidants, c'est 250 km. Donc c'est une moyenne, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus. Et donc c'est un vrai sujet parce que son père, sa mère, notre papa, notre maman vit loin de chez nous et on ne sait pas si elle va bien, si elle va pas bien. Donc on a aussi en réflexion tout un système de remontée d'informations pour permettre aux aidants de savoir que leurs parents vont bien et sont en bonne santé. Donc le sujet qu'on traite, c'est celui de la fracture du col du fémur, mais c'est celui aussi de retarder le plus possible l'entrée en dépendance. Je pense qu'on peut avoir des connexions avec été indien parce que effectivement se sentir libre et se sentir capable de refaire des choses qu'on faisait pas avant parce qu'on se sent en sécurité, c'est important puisque effectivement le renforcement musculaire et le déplacement sont évidemment indispensables pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Merci Maurice. Dans l'introduction, on a traité la question de l'internationalisation des entreprises, de nos entreprises nationales sur la silver economy. Une perche t'a été tendue avec des propos d'Alexandre. Donc je te la retends. Dès le départ, tu m'arrêtes si je me trompe, il me semble que la stratégie de développement commercial de la ceinture a été pensée à l'international. Comment ça se passe? Vous allez à l'étranger, vous toquez aux portes des gens. Comment se passe cette stratégie de développement international? Alors, nous, on estime qu'on est à cheval entre la silver economy et le médical. On a une stratégie un peu hybride. Le produit est certifié dispositif médical, mais on s'adresse aussi à la silver economy. Le marché qu'on adresse, il est global. Bon, évidemment, puisque il n'y a pas le sujet n'est pas que français, il n'est pas franco-français, on se casse pas le col du fémur qu'en France, on n'est pas dépendant qu'en France, on est dépendant évidemment, le problème il est global. Et dès le départ, on s'est dit qu'il y a un problème, le problème était global, donc notre marché devait être global. Donc en fait, on a pensé dès le départ comment on peut structurer et structurer le développement pour se positionner à l'international. Dans un premier temps, c'est dans la vision. C'est une vision dans une entreprise, dans une start-up, c'est quelque chose de très important. C'est un peu notre guide. C'est là où on veut aller. C'est là où on veut se diriger. Et de plus en plus dans les partenariats, que dans le choix des personnes qui nous accompagnent et maintenant dans le choix de nos clients,
et en choix de nos collaborateurs aussi, on parlera certainement des compétences liées à l'international. On a essayé de se structurer parce que c'est un produit, notre solution est scalable, elle peut être vendue partout dans le monde. Et donc c'était aussi de se placer dans cette logique dès le départ. Donc tu as parlé de comment vous faites pour toucher vos contacts. Donc effectivement, on va pas aller tout azimut dans le monde entier il faut phaser les choses et il faut structurer le développement. Néanmoins, on s'est rapproché de contacts qui nous permettaient de se déployer à l'international, d'avoir un modèle qui puisse être scalable. Donc, on est plutôt sur un modèle en B2B2C, ce qui permet effectivement de s'appuyer sur des distributeurs en France, mais aussi à l'étranger, donc avec un modèle scalable. Et donc, voilà, par nos salons, par exemple, on fait des salons à l'international. On est allé au CES, on est sur Medica cette semaine. Donc on essaie de parler à l'Europe dans un premier temps et de commencer à prendre des contacts, par exemple aux US, même si on sait qu'on va pas y aller l'année prochaine, mais voilà. Donc on essaie de construire et de porter cette vision petit à petit, quoi. Ok. Et alors, merci Maurice pour ces précisions. On sait que, alors tu l'as précisé, hein, vous êtes dispositif médical, donc ça sous-entend d'avoir des autorisations de mise sur le marché qui sont pas les mêmes aux États-Unis. Il faut avoir l'accord du FDA, qu'en France avec le marquage CE, etc. Est-ce que avoir une stratégie à l'international peut permettre de développer son activité plus rapidement? Je précise un peu ma question. On sait que parfois, il est plus rapide d'avoir le FDA et donc d'aller chercher du marché Nord-Amérique que d'avoir un marquage CE et d'aller développer son activité chez nous. Est-ce que ça a été le cas pour Nienov? Nous, on a fait le choix de commencer par de commencer par notre marché qui est la France, et comme la réglementation CE, elle est valable dans toute l'Europe par les pays limitrophes. Donc c'est déjà un bon début de commencer par la France plus quelques pays voisins et après de s'étendre en Europe. Après, il y a des équivalences qui sont possibles. Il y a des façons de s'appuyer sur, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais de s'appuyer sur le certificat CE pour demander une équivalence il y a des équivalences qui existent. Moi, ce que je pense, c'est que il y a des différences culturelles surtout entre la France et les autres pays. Globalement, alors je vais faire des caricatures. J'aime bien faire des caricatures, donc je vais faire des caricatures. En France, on est pessimiste. On est râleur, on est pessimiste. On a une aversion au risque. Donc c'est pas vrai chez tout le monde évidemment, mais globalement, on a une aversion au risque. Et c'est vrai que la silver economy on est dans une économie, je qualifierais de traditionnelle, avec si je prends le cas des distributeurs, ils ont l'habitude de vendre certains produits et donc voilà, ça les bouscule un peu. On n'a pas eu le même écho à l'étranger où le mindset est un peu différent. Voilà. Le mindset est un peu différent. Donc ça c'est une première différence qui est, je pense, un peu culturelle. On a plutôt tendance ici à voir les problèmes plutôt que les solutions. La deuxième différence, c'est l'accès aux soins. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude de payer pour notre santé. Alors même si on est sur de la silver, on est sur de la dépendance, on n'est pas forcément, mais c'est quand même lié. Hein. On est en train de parler de médico-social, etc. Et à l'étranger, il y a dans la plupart des autres pays, les gens ont l'habitude de payer pour leur santé. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de s'intégrer
dans des pays où il y a toujours un reste à charge important et où les personnes, ça va pas les choquer de payer plusieurs centaines d'euros pour acheter un dispositif. Donc ça, c'est selon moi deux différences majeures, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'imposer sur le marché français, mais voilà, les codes ne sont pas les mêmes. Merci Maurice. Donc effectivement, des opportunités pensées dès la genèse du projet qui nécessitent effectivement d'avoir une stratégie bien pensée et adaptée en fonction de la typologie des marchés qu'on souhaite adresser. Merci beaucoup. Je propose d'avancer un peu, puis je passerai la parole si on a le temps, mais pour que tout le monde puisse s'exprimer. Benjamin, tu as présenté rapidement ce que proposait Été Indien. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous représenter rapidement la genèse de l'entreprise? Parce que là, on n'est pas sur la création d'une solution en rebond à une confrontation, à une problématique, mais plutôt à une opportunité de marché identifiée. Est-ce que je me trompe? Non, Camille, merci de me passer la parole. Alors déjà, pour repréciser effectivement qui on est, donc nous on se définit comme une entreprise sociale, donc spécialisée dans l'activité physique adaptée. On est un prestataire de services, donc on est dans le champ nous du service avec un modèle B2B2C aussi. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Qui est une particularité assez forte de la silver economy. Nous, en fait, on s'occupe des seniors de nos clients, et donc nos clients qui peuvent être des caisses de retraite, des collectivités, des mutuelles, des bailleurs sociaux, etc., qui nous demandent d'intervenir pour s'occuper de leurs seniors, avec plutôt nous un positionnement sur les jeunes publics, donc sur de la prévention. On s'adresse vraiment nous à des jeunes publics, une moyenne d'âge à peu près de 68 ans, pour donner un ordre d'idée. Pour revenir sur la genèse, alors moi j'aurais plein de messages. On va dire 3 messages pour notamment ceux qui nous écoutent. S'ils s'intéressent à ce sujet-là. Le premier, c'est que nous, effectivement, avec mon associé, on a plutôt été dans une logique d'opportunité de marché, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la silver economy, on n'a pas été touché par la problématique du vieillissement, enfin pas plus que n'importe qui, évidemment avec nos parents, nos grands-parents, mais nous on vient plutôt du monde de l'activité physique et on s'est dit il y a finalement relativement peu d'acteurs, on peut améliorer ce qui existe, etc. Donc nous c'était plutôt en réaction comme ça sur un levier stratégique. On s'est dit c'est un potentiel important et on a envie d'y aller. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'avais envie de dire aussi, c'est nous on n'a pas inventé quelque chose de révolutionnaire et c'est pas non plus indispensable d'inventer quelque chose de révolutionnaire. Alors ça c'est vrai pour pas mal de créateurs, hein, pour tout ce qui est création, mais nous on a plutôt essayé d'améliorer, de processer, de standardiser des choses qui existaient parfois déjà chez nos concurrents, nos néanmoins collègues et camarades, mais on a finalement on a beaucoup amélioré le service, pour revenir à ce terme-là, par rapport à ce qui existait déjà, qui était, pour résumer, parce que bon, ça serait long à détailler, mais qui était encore avec une culture très associative. Donc nous on a vraiment travaillé cet aspect-là de déploiement de l'activité physique à la fois sur le terrain puisqu'on fait du présentiel dans toute la France, mais aussi en vidéo, en visio. Donc on a travaillé ces 3 formats-là assez vite. Donc on a vraiment travaillé ce déploiement-là de services dans toute la France. Pour le moment, en tout cas, toute la France. Et le dernier point aussi que je voulais évoquer dans la genèse, c'est que on n'avait pas d'argent. Voilà, c'est un point aussi important. Nous, on n'avait pas. On a commencé avec un prêt bancaire minimaliste. Alors c'est plus long, c'est plus dur peut-être que si on avait déjà des fonds ou de l'argent personnel, mais c'est pas non plus indispensable d'avoir obligatoirement beaucoup d'argent dès le départ. Alors ça dépend des business, mais nous dans le service, en tout cas, c'est pas nécessairement indispensable. Donc voilà un peu déjà 3 messages que je voulais évoquer.
Merci, merci Benjamin. Il y a une spécificité quand même à ton modèle, hein, tu l'as évoqué, vous allez sur un marché en B2B2C, ça veut dire que finalement vous avez un intermédiaire entre la solution, la proposition de valeur d'été indien et le bénéficiaire. Et cet intermédiaire, ça peut être une mutuelle, un établissement médico-social. Euh, Ça, c'est quand même une spécificité qu'il est important de préciser pour comprendre un peu ces différents secteurs, parce que finalement, vous avez deux typologies de clients, un client payeur, un client utilisateur, avec probablement des niveaux d'exigence qui diffèrent. Est-ce que c'est un enjeu auquel il est difficile de répondre? Comment ça se passe? Oui, effectivement, c'est un sujet qu'on a découvert nous quand on a pris ce virage-là, puisqu'on a commencé en B2C et finalement on a basculé en B2B2C, hein, comme beaucoup, on a pivoté aussi. C'est lié aussi au sujet qui a été évoqué, qui est le sujet du financement de son vieillissement, hein, par Titouan et par Maurice également. Nous, on est confronté à ça aussi, hein. Aujourd'hui, comme le disait Titouan, les personnes sont très conscientes des sujets du vieillissement, ont envie de s'engager dans de la prévention, notamment de l'activité physique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment de convaincre là-dessus. Par contre, c'est encore compliqué de le financer par eux-mêmes. Donc, heureusement, il y a des structures, des professionnels qui sont prêts à le financer pour différents intérêts. Et donc, nous, on a à la fois un client qui est le payeur, avec différentes verticales marché. Et ça, j'insiste aussi sur. Alors, on a évoqué le virage généraliste. Moi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus. Il n'y a pas que le marché des EHPAD et des résidences autonomie dans la silver economy. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment rabâcher, même s'il y a encore énormément de choses à faire, hein. Bien sûr que ce sont des très beaux marchés, notamment les résidences autonomie qui vont énormément progresser. Nous, justement, on a fait le choix d'aller sur d'autres verticales, comme les bailleurs sociaux, qui sont fortement touchés par les sujets du vieillissement. Et donc, on a par exemple ce bailleur ou cette mutuelle qui nous paye, et donc nous on doit la comprendre, on doit comprendre pourquoi elle le fait, quel est son intérêt, et donc on doit apporter des réponses à ses besoins avec tout l'environnement, les contraintes qui sont liées à ces grands groupes-là en général. Et puis en même temps, tous les jours, on s'occupe, j'ai envie de dire, enfin voilà, quand je dis on s'occupe, il y a vraiment des personnes très autonomes, hein, mais en tout cas, on est là pour les accompagner, ce qu'on pourrait appeler des bénéficiaires. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais on va dire ça pour simplifier, qui eux donc ne payent pas, mais qui sont de plus en plus exigeants, qui sont de plus en plus connaisseurs. Donc ça, notamment Delphine évoquait, hein, les seniors d'aujourd'hui. Tito en a parlé aussi. C'est vrai que les seniors d'aujourd'hui, les jeunes seniors d'aujourd'hui, elles sont pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc nous, on doit satisfaire deux catégories de public, on va dire, hein, et ça, c'est quelque chose qui est important. On doit à la fois avoir une action qui doit satisfaire un bénéficiaire et en même temps une opération, un service qui doit convaincre et répondre à des besoins d'un client. Merci, merci Benjamin. Alors, Delphine, vous, ces bénéficiaires, alors je suis désolé d'utiliser ce terme-là, ces bénéficiaires directs, vous bossez directement avec eux. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce que fait Autonomia pour ceux qui connaissent pas le groupe? Et moi, j'ai une question toute simple en fait, c'est est-ce que travailler pour le bien vieillir à domicile des seniors est en opposition avec des solutions tech qui ont pu être présentées? Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Pour compléter par rapport aux propos de chacun, Autonomia, donc c'est un service de coordination à domicile. On est toujours dans la notion de service. Donc la coordination à domicile, c'est vrai que c'est un nouveau métier. Et quand à l'heure vous l'évoquiez par rapport à la prévention, c'est vrai que nous le marché, c'est ce qu'on sent aussi par rapport à la maturité. C'est qu'aujourd'hui, je veux dire, avec l'assistance sociale que vit tout un chacun, on n'est pas prêt à payer pour de la prévention. Malgré que nous, de par l'activité Autonomia qui est développée depuis 2021, donc au sein du groupe Vicaire, où là on a toute l'expertise aussi de la force du groupe, on sent bien qu'on a un réel impact au niveau des aidants.
Et on sent bien aussi que tous les coûts qu'on pu éviter au niveau des chutes, au niveau des hospices et tout ça, nos financeurs, pour l'instant, la prévention n'est pas encore reconnue à ce principe-là. Voilà. Après, pour ta question, vraiment par rapport à la tech, ça c'est vrai que c'est quelque chose que, en fait, l'idée c'est de pas, dans la démarche de Silver Economy, c'est de pas focaliser sur un côté toutes les démarches, tout ce qui va être Silver Economy, on va dire plus le côté humain, hein, tous les services d'aide à domicile, et puis tout le côté tech, je veux dire tous les outils que vous développez, autant Maurice que toutes les initiatives qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, tout ce qui est connecté, qu'on fait rentrer au domicile. Moi, je les vois vraiment comme une complémentarité, autant au service de l'un pour l'autre ou de l'autre pour l'un. Voilà. L'intelligence artificielle, elle va pas se faire sans, je veux dire, elle est construite sur une base d'un besoin au départ, et le besoin, il est bien basé sur l'humain. Donc, elle va bien répondre, voilà, à l'humain. Et autant dans l'autre sens, l'humain, quand vous avez des aides à domicile qui interviennent, ça sera les vigiles, je veux dire, elles vont être dans la proximité par rapport à notre client. Mais si elles ont à leur service un outil tech qui va leur permettre de rapidement pouvoir identifier un problème ou de faire remonter, je veux dire, une difficulté sur le domicile, je veux dire, les deux, que ce soit l'humain ou le tech, sont bien en complémentarité. Voilà. Merci Delphine, je vais relayer une question dans le chat, sauf si tu voulais. Je permets juste de compléter, parce que c'est vrai que le temps va nous être compté. Le temps va nous être compté. Pour tout entrepreneur, je veux dire, à quel niveau de la taille qu'il veut se donner de son entreprise, je pense qu'il faut oser. Je veux dire, nous, on le sent aussi, je veux dire, quelle que soit la taille de ton entreprise, il y a un problème. Nous, on y répond avec Autonomia par rapport au maintien à domicile, je veux dire, accompagner les aidants. Il faut pas non plus tout attendre d'appel à projet. Il y a des solutions qu'on peut construire nous-mêmes. On peut être force de proposition aussi pour accompagner l'évolution. Je veux dire, on va pas attendre que toutes nos tutelles ou les pouvoirs publics trouvent les solutions. On peut être force de proposition tous ensemble pour en proposer. Merci. Et donc oui, il y a une question dans le chat que je relais de Véronique Desmond qui dit alors elle t'est adressée, hein, est-ce que vous avez un pourcentage important de personnes qui font appel au service d'Autonomia sans bénéficier pour autant de l'aide financière des mutuelles qui peuvent participer au financement? Bah, c'est comme tout à l'heure, Benjamin, tu l'évoquais, hein, par rapport au B2B2C. Enfin, c'est ça aussi, c'est que nous, on cherche beaucoup de partenariats auprès de mutuelles, de financeurs. Aussi, pour rebondir tout à l'heure par rapport à tout ce qui est à développer au niveau des salariés aidants. Là, je pense que s'il y a un gros projet à construire auprès des entreprises. Et là, justement, c'est un financement où nous, on doit le trouver directement auprès des caisses de retraite, auprès des entreprises. Voilà. Donc, on a certaines conventions qui existent déjà avec des assisteurs. Bon, pour ne pas les citer aujourd'hui, mais il y a des assisteurs qui participent avec nous au financement. Merci. J'en profite. Donc, il reste quelques minutes. Si vous avez des questions, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à relayer. On pourra faire le relais de quelques questions, peut-être une ou deux encore. Moi, il y a une question que j'ai envie d'adresser finalement à vous tous. L'ensemble des secteurs, on a compris, on a abordé, on a survolé. L'idée quand même, à travers la compréhension des différents secteurs, c'est de comprendre quelles sont les opportunités entrepreneuriales, quelles sont les opportunités d'emploi dans la filière économie. Il y a un sujet qui me semble important, c'est la question du sens pour nos métiers, pour attirer des talents. Est-ce que la notion de sens, c'est-à-dire que travailler dans la silver economy, c'est quand même travailler au bénéfice d'un bien-être senior. Est-ce que c'est des choses que vous mettez en avant? Est-ce que vous sentez que c'est des éléments d'attractivité de vos métiers? La parole est ouverte. Saisissez-la au vol. Moi, je pense que c'est un élément d'attractivité. Yes. Je te redonne la main après. Mais on a quand même, il n'y a pas que le sens est là, mais il faut aussi des personnes qui, professionnellement, techniquement, je veux dire, chaque métier a bien des spécificités. L'entrepreneur, il peut pas tout gérer tout seul. Je veux dire, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, système d'information. Pour tout projet, il y a une pluralité, en fait, de compétences. Et l'entrepreneur ne peut pas tous les avoir avec lui, même s'il est porté par un sens, de répondre à un vrai besoin. T'as plus ton son, Camille.
Je disais, Maurice, tu voulais intervenir? Pardon. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les personnes qui nous ont rejoints, les salariés qui nous ont rejoints, je pense que la question du sens est très importante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler plus que pour leur travail et qui veulent donner un sens à ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand on porte un projet qui a une noble cause, avec une mission qui permet d'aider les autres, c'est quand même c'est quand même plus sympa de travailler et on se dit mon travail sert à quelque chose que d'être dans un rouleau compresseur où en fait on est là que pour des raisons mercantiles. Alors bien sûr, on fait le but c'est de construire une entreprise, c'est évident, mais porter des valeurs et des valeurs qui ont du sens, je pense que c'est essentiel et la silver economy peut mettre en avant, je pense, ces atouts-là parce que le sujet de la dépendance notamment et de la silver est important et il sera de plus en plus. Merci Maurice. On arrive doucement au terme de ce colloque. Je vais profiter des quelques secondes ou de la minute qui nous reste de connexion pour vous remercier tous les quatre d'avoir nourri les discussions. Un grand merci. Alors s'il y a des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, sinon après on va être déconnecté. Pendant qu'elles arrivent, donc merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu, c'était très intéressant. Je pense qu'on a pu, à travers vos propos, illustrer un petit peu quels étaient les différents secteurs de la silver economy. Donc retenez qu'ils sont nombreux et que à travers ce virage généraliste qui a été à plusieurs reprises abordé, on peut comprendre que presque chaque entreprise peut aborder la silver economy par ce virage-là. Les opportunités de marché au national et à l'international existent. Pour porter cette stratégie, il y a besoin de compétences et des compétences aujourd'hui, on en a besoin dans la filière. Une question de Clément Charcelet. Oui, on a chez Autonomia beaucoup de bénéficiaires qui n'ont pas de prise en charge. Donc c'est pas une question. Ok, parfait. Une affirmation. Merci à tous les quatre pour votre participation. Merci à Aix-Marseille Université d'organiser ces colloques. Merci à l'OFCO, dont j'ai oublié le nom, de le financer. Et je rappelle que le cycle de colloques se poursuit autour de 3 prochaines dates. Donc mercredi 22, mercredi prochain, autour de qui sont les seniors. Mercredi 29, autour de créer et développer une entreprise en silver economy, colloque lors duquel vous aurez la chance de retrouver Titouan en tant que conférencier, si je ne me trompe pas. Et enfin, pour clore ces sessions de colloques, dernier colloque le 6 décembre autour des technologies, de la recherche et de l'innovation dans la silver economy. Merci à tous et très bonne soirée. Merci à toi, Camille. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.